Paris, pour moi, c'est là où les choses se passaient en France. Dans mes ambitions, il y avait la case « je me prouvais de quoi je suis capable » côté businesswoman. Mais il y avait aussi « je veux rentrer et compter chez moi, en Corse ». Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je n'arrive pas encore à faire, quitter Paris. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à avoir écouté l'épisode avec Fabienne Kramer sur les bonnes questions à se poser avant de quitter Paris. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast, car c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître et surtout à poursuivre l'aventure Ciao Paris. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier pour moi, car je l'ai enregistré dans les montagnes corses, au-dessus de Porto Vecchio, là où j'ai grandi. J'y ai retrouvé Stéphanie, qui comme moi est venue à Paris pour se réaliser professionnellement lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Je vous laisse donc avec cette nouvelle histoire, ce nouveau départ, celui de Stéphanie, 40 ans, qui a quitté Paris en 2013, après y avoir passé 10 ans, pour rejoindre Bastia en Corse. Aujourd'hui, je suis à Bavela, qui est un col de montagne au-dessus de Porto Vecchio en Corse. Et je vais rencontrer Stéphanie Vanov, avec qui j'étais à l'école, qui a fait ses études à Paris, a vécu 10 ans là-bas. Et donc là, je suis dans le village de Bavela et je cherche sa maison. Évidemment, c'est un endroit où le téléphone ne passe pas. C'est là. Ah, merci. Il y a un mot sur la porte et il y a écrit « Valérie, c'est ici ». Oh, tu dormais? Je me suis fait un petit bonbon avec un... J'ai mis le réveil à quelle heure il est? 20. Eh ben, je suis mis à 20. Voilà. Pour te dire j'ai 10 minutes pour me réveiller, ben non, je suis là. Tiens, prends le fauteuil de mamie. Oh, merci. Là, on est sur la petite terrasse de Stéphanie devant la maison, face aux aiguilles de Bavela. Tiens, un beau spectacle. Il y a les Panarici, il y a cette chaîne de montagnes majestueuse avec la lumière sur le granit et la verdure, beaucoup de verdure et cette espèce de brume de chaleur comme ça en été qui rend les choses un peu plus floues, un peu plus loin. Et toi, à quelle fréquence tu montes ici? À peu près tout l'été, presque un mois en août, et puis les week-ends, le reste du temps, entre juin et fin octobre. Il y a beaucoup de circulation, comme tu le vois, parce que c'est quand même le second site avec Bonifacio le plus visité de Corse du Sud. Voilà, mais c'est un endroit un peu spécial, Bavela. Pourquoi? C'est un peu à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui viennent à Bavela 2 jours par-ci. Mais nous, la famille, on est très très implantés à Bavela. Quand ma mère, mes tantes et oncles étaient enfants, ils montaient en avril ou en mai et ils restaient jusqu'à fin octobre. C'était vraiment mi-temps. Hein. Toujours aujourd'hui, tu vois, là, d'affilée, toutes les maisons accrochées, là, c'est mes cousins germains, oncles et tantes. On vit un peu en communauté l'été ici. C'est très sympa. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait, parce que c'est lié aux transhumance. Oui. C'était dès les premières chaleurs, toutes les familles montaient avec les troupeaux, oui. et vous avez gardé exactement. Et d'ailleurs, le chemin de transhumance entre Conques à Bavela est devenu le GR20, ouais. La dernière étape. Voilà. À vol d'oiseau, c'est proche, mais il y a quand même 3 montagnes à monter et descendre. Hein. Paris, ça commence à dater. Hein. Quand est-ce que tu es rentrée? Je suis rentrée en 2 temps, souviens-toi. Je suis rentrée d'abord lorsque Olivier a trouvé du travail, première étape. Lui, il est rentré à plein temps. Donc ça, c'était en 2009. Et c'est là que moi, j'ai dit à mes patrons, voilà, je vais continuer à travailler, tout ça, mais d'être basée à Paris, je serai basée en Corse. Donc là, j'ai gardé un pied-à-terre à Paris, puisque j'ai passé quand même ma semaine de travail. Et ça a duré 4 ans. Donc je suis rentrée définitivement quand je n'ai plus le droit de prendre l'avion parce que j'étais trop enceinte en 2013. Et cette fois, c'était terminé Paris. Si on le clap de fin. C'est ça. Lorsque je suis partie, je pensais partir pour aller peut-être 1 an, ma dernière année d'école, donc, et peut-être un petit stage. Et tout le long, j'ai cherché des opportunités pour revenir. Donc dans ma tête, c'était clair. C'était soit revenir, soit partir plus loin, c'est-à-dire aller à l'étranger. Paris n'était qu'une étape. Oui. Et pourquoi avoir choisi Paris comme étape? Paris, pour moi, c'est là où les choses se passaient en France.
Donc quoi qu'il arrive, tant qu'à bouger, aller sur le continent, comme on dit chez nous, il fallait être à Paris, tout simplement. Tant qu'à partir, moi j'ai toujours aimé partir tranché, vraiment. Je serais partie à New York, je serais partie à Paris, je serais partie à Londres, mais il fallait que ça bouge. Alors quand je débarque à Paris, j'ai pas trop le temps d'organiser mon débarquement à Paris parce que je suis en plein dans ma saison estivale, ici à Baville, au restaurant. Je travaille tous les jours avec mon cousin, comme souvent. Et du coup, pour me rassurer, je reprends le studio d'une amie qui revient de Paris. Donc je débarque dans un appart dans le 8e arrondissement à Saint-Augustin, qui n'est pas du tout le quartier que j'aurais choisi si j'avais été prospecter et regarder les quartiers, parce que c'était un quartier d'affaires où vraiment le week-end c'était mort, il n'y avait même pas une boulangerie ouverte, c'était un peu la déprime. Mais bon, après tout c'était central, j'allais à pied à Saint-Lazare et donc j'allais à l'école dans le 11e. Moi je me souviens quand je suis arrivée à Paris, ça a été comme un clash culturel. Complètement, pareil, le début très très dur. Qu'est-ce que tu ressens dans ce quotidien parisien, dans cette grande ville qui est nouvelle pour toi Un peu d'agoraphobie quand même, hein. Tant et si bien que j'avais du mal à me motiver de temps en temps à faire des choses le week-end. J'avais besoin de m'enfermer parce que chez moi, pour être seule, ça je m'y attendais pas en fait. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de sociable, mais mine de rien, je ne savais pas ce que c'était de vivre avec la pression d'une foule toujours présente et le bruit toujours présent. Par contre, j'aimais beaucoup observer les gens, essayer d'imaginer ce qu'ils faisaient dans la vie, pourquoi ils avaient la tête qu'ils avaient, et sans les scruter, hein, tout en discrétion, mais... Tu faisais des trous dans ton journal? Ouais, c'est ça. Quand tu arrives d'une petite ville et que tu vois tous ces gens rassemblés dans le métro, toutes ces vies, toutes ces émotions, il y a un côté c'est vrai. À la fois effrayant et à la fois complètement fascinant, quoi. Ça, c'était une découverte. Et puis j'ai découvert qu'à Paris, il fallait avoir beaucoup d'argent. Et comme j'étais étudiante, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc ça limitait fortement mes capacités à faire des choses. Ça, je l'ai compris, parce que forcément, tu ne vas pas te balader à la plage. Nous, on avait la culture d'aller boire le café toutes les 5 minutes. Hein. Non, à Paris, tu ne vas pas boire le café toutes les 5 minutes, parce que sinon, ton portefeuille... Tu bois le café tous les 5 € à Paris. C'est ça. Bon, après, je me suis vite rapprochée d'autres jeunes Corses qui étaient là, ouais. Et on se fréquentait beaucoup entre nous. Mais bon, ça reste un peu de l'entre-soi. C'est le défaut que je vois, ça. À l'époque, j'ai fait un master de commerce international et je suis rentrée en stage dans une entreprise qui était dans les systèmes d'information d'entreprise. J'étais ingénieure d'affaires. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Quand je suis arrivée en stage, la boîte avait 9 mois d'existence, donc ça a été une vraie chance pour moi. Ça, c'était en 2004. Donc très vite, tu as trouvé ton premier stage. Stage de fin d'études et j'y suis restée. Combien de temps? 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est que nous, en Corse, on a pas mal de croyances. On a ce qu'on appelle notamment l'otiou. Et souvent, ces dames qui ont vocation à t'enlever le mauvais œil, elles ont aussi une intuition et souvent, elles voient des choses. Je pense que c'était ma mère qui m'avait dit, va voir telle personne qu'on connaissait bien et qui le faisait, qui n'était pas de la famille, hein, donc c'est pas quelqu'un qui connaissait ma vie au quotidien, etc. Et elle m'avait dit, tu vas passer la mer. J'ai dit, oui, je vais faire une année. Elle me dit, non, tu vas passer la mer et il va se passer beaucoup de temps avant que tu reviennes. Et dans ma tête, je me suis dit, elle me dit n'importe quoi, hein. Dans un an, je suis de retour. C'est peut-être que dans sa tête, dans sa vision, c'est long, quoi. En fait, elle avait raison. Septembre 2003, me voilà arrivée à Paris. Pour 1 an et demi. Oui, en théorie. Avant d'être happée par la vie parisienne. J'avais ce fantasme quelque part. Un peu de femme d'affaires, c'était vraiment quelque chose que j'idéalisais, qui était très très éloigné de mes milieux familiaux. Ma maman était institutrice au village, mes tantes, elles, pour la plupart, elles ne travaillaient pas. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ça un peu dans un coin de la tête, sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais à la base, quand je suis arrivée à Paris, oui, je me suis mise au tailleur et tout ça, mais c'était pas pour jouer à la femme d'affaires tant que ça, c'était parce que j'étais dans un milieu où pour être crédible, il fallait déjà être une femme, c'était pénalisant. Provinciale, jeune et une femme, c'était triple pénalité. Donc c'était brushing, ça a été tailleur pour me vieillir un peu. Et après, pour le côté femme, ça a été vraiment me professionnaliser dans le discours, avoir un maximum de technicité dans mon discours. Alors nous, les entreprises pour lesquelles on travaillait, c'était beaucoup de grosses PME de province. Et c'est souvent une société familiale. Donc c'est une ambiance quand même assez
à l'ancienne, on va dire. Et il m'est arrivé d'être en réunion avec un collègue qui n'était pas plus vieux que moi, mais qui était un homme. Et moi, poser question au directeur général de l'entreprise, 90% du temps un homme et 90% entre 40 et 60 ans, on va dire. Et puis, je pose la question et il répond en regardant mon collègue. Ça, c'est beau, ça. Ça me plaît. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais ? Je ronge mon frein. Ou alors ce que je faisais quand j'étais vraiment dans des réunions très très pourries, je me voyais sur ma terrasse ici. Ah oui, téléportation mentale en Corse. Ouais, à Baville. Toujours à Baville. Les images de Baville, les images du fleuve, les images de racines de pin dans les rochers, c'est ce qui me... C'est là que je me réfugiais. C'est marrant. Ouais, c'était vraiment mon refuge mental. C'est ça. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et les odeurs de pain comme ici, mais beaucoup les odeurs de nez. Puis quand on descend là en contrebas à la rivière, j'espère qu'on aura le temps d'aller tout à l'heure, toi et moi. J'espère. C'est vraiment très très prenant. C'est proche de la menthe sauvage, de la sauge. Et c'est endémique. Ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Là, on entend un hélico. C'est un hélico de promenade, je pense. Celui-ci, c'est l'hélico de promenade. Il va passer entre les aiguilles. D'ailleurs, je recommande ça, c'est assez sympa. À faire, ouais. Ah ouais. Je me dis que c'est trop polluant. Je me refuse à faire ce genre de choses pour ça. En quelle année est-ce que tu rencontres Olivier ? En 2005, par des amis corses communs. Mais lui, il n'était pas du tout dans l'optique de rentrer, parce que lui avait grandi à Sartène, mais de parents continentaux et sans trop d'attache. Dès le début, moi, je lui ai dit que ma vision des choses, quoi qu'il arrive, c'était de rentrer. Déjà, quand tu es loin et qu'il se passe quelque chose de mal, tu le vis encore plus mal. Mon père puis ma mère l'année suivante qui ont été malades. Et ouais, j'avais la sensation que il fallait que je m'occupe de tout ce monde-là, il fallait que je sois présente comme je l'avais toujours été. Et du coup, ça participait beaucoup à ce sentiment d'exil. Quand je rentrais, j'avais vraiment le sentiment que c'était là que je devais être. Et quand je partais, c'était toujours un déchirement. Je pleurais dans l'avion, alors que des fois, je savais que je revenais le mois suivant. Hein. Il y a une espèce de sentiment d'être arraché comme ça. Ouais, c'est très dur. De repartir sur le continent, c'est très dur. Même après, parce que là, moi, je suis à Paris depuis que j'ai 18 ans. Donc ça fait 22 ans. Et il y a une chose que je ne ferai plus, c'est quand je prends le bateau pour repartir de Porto Vecchio, c'est aller sur le pont. On est des insulaires. Hein. Tu vois, vendredi, on prend le bateau, samedi, on prend le bateau, pardon. Je n'irai pas sur le pont. je peux pas. Je comprends tout à fait. Je peux pas. Je m'en vais, je regarde pas derrière moi. Parce que sinon, ça fait trop mal, quoi. Mais après, à un moment donné, tout le monde a commencé à rentrer. Alors là, ça commençait à mettre un peu la pression. Hein. Parce que rentrer, c'est quelque chose, c'est réussir à rentrer. Pour faire quoi, tu vois ? Grande question. Très grande question. Parce que j'étais quand même dans une carrière où en revanche je m'éclatais. Et plus ça avançait, plus c'était génial. Et plus ça avançait, plus j'avais peur. Parce que tout le monde me disait, et je me le disais moi aussi, tu ne vas pas réussir à renoncer. Parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'il y avait, pas de la gloire, mais une espèce de reconnaissance. Tu as des chasseurs de tête qui t'appellent tous les mois. Tu vas dans des belles soirées, tu prends goût à tout ça. À avoir les moyens, à sortir sans te poser des questions. Et tu te dis, à quel moment je vais accepter de dire stop, sachant qu'il y aura un renoncement sur tous ces plans. Toi qui en plus avais des ambitions professionnelles. Oui, j'avais vraiment un besoin de me prouver des choses professionnellement. Et puis je vivais pour mon travail, c'est-à-dire que je travaillais le soir, je travaillais le week-end. Vraiment, c'était très très prenant. Et du coup, je savais cette double pression. Je veux rentrer, mais est-ce que je vais réussir à passer le pas ? J'ai toujours su, en revanche, que je n'allais pas partir pour aller de l'avant dans ma carrière professionnelle en Corse. Ça, c'était hautement improbable. Ouais. C'était forcément, dans mon esprit, un renoncement. Bon, de toute façon, c'est sans illusion là-dessus, hein, malheureusement. Malheureusement, moi, c'est ce qui m'a toujours retenu de rentrer. J'étais un peu comme toi, j'avais pas de réseau quand je suis arrivée à Paris. Et ma place dans les médias... Ouais, tu te l'es faite... Je me la suis faite... de ton front. Ouais. Sauf que moi, dans mes ambitions, il y avait la case, je me prouvais de quoi je suis capable, le côté businesswoman. Mais il y avait aussi, je veux rentrer et compter chez moi, en Corse. Ouais. Je ne dis pas que je vais faire grand-chose, mais en tout cas, ça faisait partie.
d'essayer. En tout cas, ça en faisait partie. Donc le retour en lui-même faisait partie des ambitions quelque part. C'était une autre ambition. C'était un silo parallèle. Donc c'était une manière d'aller prendre des choses, les absorber pour rentrer et se démarquer. Les années passent, je ne vois rien qui me permette de rentrer. Est-ce que je vais y arriver ? Mon père retombe malade, il décède en 2009. Je organise un voyage parce que j'avais besoin de prendre l'air, on ne va pas très loin. Je me souviens, on est allé en Normandie, en Bretagne. Et là, pendant le voyage, Olivier a un coup de fil disant qu'il avait le poste en Corse 3 mois plus tard. Ça, c'est vraiment un mois après la mort de mon père. Donc, waouh! C'est là que je vais voir mon patron, qui lui a des attaches en Corse aussi, donc ça facilitait un peu les choses. Et je lui dis, voilà, je vais vous rendre ma jolie mini de fonction. J'ai calculé, le prix des allers-retours résidents, c'est équivalent au loyer de la mini avec les... Donc ça ne va pas vous coûter plus cher. Je vais me garder un pied-à-terre à mes frais à Paris. Et sachez que voilà, je continuerai à faire mon job normal, mais à partir de Corse. Je fais mon job, mais le truc, c'est que je rentre le vendredi soir et j'arrive le lundi matin, de la tolérance sur l'heure par rapport à l'avion, quoi. C'est tout. Il ne fallait pas faire une réunion à 8h30 le lundi matin, quoi. Parce qu'à l'époque, le télétravail, c'est pas non plus un usage qui est très répandu. Ah non. Là, aujourd'hui, on est post-confinement. Il n'y a pas de difficulté pour toi par rapport à cette question ? Non, parce que je travaillais partout, quoi qu'il arrive. Moi, je travaillais dans le train, je travaillais dans les aéroports. Donc, qu'est-ce que ça changeait un avion de plus ou de moins ? Le poste d'Olivier était régional, donc il pouvait être soit à Bastia, soit à Ajaccio. Donc, on choisit de se baser à Bastia. Bon, il y a plusieurs raisons qui nous orientaient vers Bastia. Mon père vient de décéder, on passait beaucoup de temps avec ma mère ici, soit à Bavela, soit à Conques. Et du coup, c'était plus facile d'accès. Et donc, ces années-là, combien de temps est-ce qu'elles durent ? 4 ans, de 2009 à 2013. Ça, c'était des années très, très sympas. Parce que la vie parisienne, c'était très différent, sachant que je rentrais le week-end. C'était bizarre aussi pour notre couple, parce que du coup, on n'était plus ensemble. Et c'était plutôt positif, en fait. Ça a ce bon côté de la semaine, on fait chacun un peu sa vie, et on se retrouve pour les bons moments le week-end. Paris, on avait laissé notre appart. Mais du coup, je me suis retrouvée dans une chambre de bonne, un peu comme une vie d'étudiante. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'entretien, tu ne restes pas dans tes 7 mètres carrés, donc tu sors. Tu avais combien de mètres carrés ? 7. Ouf. Tu fais ta vie de célibataire et puis le week-end, tu retrouves à la fois ta vie familiale, tes racines et ton mec. C'était trop bien. Tu arrives, tu te poses le vendredi soir à Bastia, tu fais la route et tu te réveilles le matin à Bavela avec ce panorama-là. Donc, tu te sens un peu la reine du monde. Et après, m'a pris l'idée d'avoir un enfant, comme à beaucoup de femmes d'une trentaine d'années. Au début, je pensais que je n'allais pas avoir à faire de choix. J'ai cru que j'allais pouvoir continuer. J'avais même pas mal avancé avec mon employeur là-dessus, c'est-à-dire que il m'avait proposé d'être associé dans l'entreprise, donc c'était un gros pas en avant. Il voulait que je monte en puissance, que je prenne la direction commerciale de l'entreprise. Et moi, je leur ai dit, voilà, si demain j'ai un enfant, ça sera plus possible. Alors ça les a beaucoup surpris que je veuille avoir un enfant, sur le coup. Et ensuite, ils m'ont dit non, mais écoute, ça ne change pas grand-chose. Je tombe enceinte tout de suite après. Donc, c'est-à-dire je ne passe pas associée avant. Et je commence à me préparer un emploi sur mesure, de choses que je pouvais faire beaucoup plus en télétravail. Sauf que quand j'accouche, il y a une mini-crise. Ils perdent quelques dossiers et donc ils me proposent plutôt de faire une rupture conventionnelle, quitte à se revoir plus tard. Et là, c'est vrai que moi, je suis rentrée dans un trip un peu 100% maternel, où de toute façon, ça me faisait peur d'avoir à partir et à laisser mon enfant. J'ai été un peu maman louve, ouais, même carrément. Tu dis ça, tu me fais des yeux. Ah ouais, trop, c'était too much. En fait, j'ai été écrasée par la maternité, la pression, la responsabilité entraînée par la maternité. Et du coup, ça m'a soulagée. Je dis, d'accord, je vais rester avec mon enfant. Et donc, on a fait la rupture conventionnelle fin 2013. Et donc là, je passe d'un rythme où je suis partout, etc., à enfermée à Bastia avec un nourrisson. Je dis enfermée parce que j'avais jamais vécu à Bastia concrètement de ma vie. Je connaissais des gens, mais que j'avais plus trop fréquenté, etc. Donc finalement, c'est tout à reconstruire. Et c'est pas quand tu dors pas la nuit parce que tu allaites ton bébé qui dort pas, etc. C'est pas à ce moment-là que tu arrives à te reconstruire un réseau amical, clairement. Et ça a été un virage assez dur à prendre personnellement. Mais c'était ça le vrai retour. Je n'existais plus professionnellement et ça a été un grand vide pour moi. J'ai eu du mal à faire le deuil de ma carrière. J'avais tellement travaillé.
à tel point que tu te rends compte que finalement des amis en Corse qui montent des entreprises qui avant te demandaient conseil à toi, finalement ils s'adressent à ton mari, tu vois. Et finalement je perdais cette existence sociale aussi. Je n'étais plus qu'une maman à la maison. Donc, dur. Moi je me suis oubliée complètement, c'est-à-dire je me suis dit maintenant, ça y est, tu es maman. Mais maman, du coup, il y a une dimension sacrificielle quelque part. Complètement. Il y avait une dimension sacrificielle que je refusais de voir. Hein. Et donc alors, à quel moment est-ce que tu lâches un peu du lest? Les 6 premiers mois, effectivement, je suis dans ce trip. Mais ensuite, il y a eu une espèce d'euphorie. Me dire, voilà, maintenant tu es à Pôle emploi. Je commence à mettre mon fils à la crèche un petit peu. Et je commence à brainstormer. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire? Je vais créer une entreprise, etc. Et oui, il y a plein d'idées qui me viennent, bien sûr. Et à un moment donné, j'ai un projet. Là, mon fils il a 18 mois. Je commence à avancer vraiment très concrètement sur un projet et arrive l'été et là, je retombe enceinte. Et donc, je décide d'abandonner ce projet professionnel. Et voilà, donc retour à la case départ. Ce qui a été salvateur pour moi, ça a été de recommencer à travailler. Je ne fais pas vraiment de recherche active, mais les gens autour de moi savent que je suis à l'écoute. Et donc il se trouve que là, il y a 2 opportunités qui se chevauchent au même moment. D'enseigner à l'école de commerce de Bastia. Bon, c'était du temps partiel, mais c'était un moyen de se remettre aussi le pied à l'étrier. Et en même temps, le poste que j'occupe actuellement à l'incubateur d'entreprises innovantes de Corse. Je suis ingénieure d'affaires chez Initia à Bastia. C'était génial de reprendre le travail, de me séparer un peu de mon second fils, de mettre de la distance, de ne pas être toute la journée avec lui parce qu'il me rendait chèvre complètement. Et de me réinsérer professionnellement, localement, ça a été un épanouissement extraordinaire. En plus, j'ai la chance de travailler avec des gens super. Tout de suite, je me régale dans le boulot, où je suis hyper autonome, je peux prendre des initiatives, de top. Et c'est quoi le rôle d'Initia ? Alors, Initia a pour rôle d'accompagner l'émergence d'entreprises innovantes en Corse. Donc, globalement, c'est les startups. C'est un terme assez galvaudé maintenant. La start-up. Voilà, la fameuse. Hein. Donc, finalement, ton deuxième objectif est rempli aussi. Alors après, on peut toujours aller au-delà, etc. Mais en tout cas, je fais quelque chose qui a un sens pour le développement de la Corse, pour ce que sont mes idéaux personnels aussi, puisque j'ai cet attachement à cette terre et à ce que les choses aillent de mieux en mieux ici. Et ouais, prouver qu'on peut faire les choses et qu'on n'est pas plus bête qu'ailleurs, ça a toujours fait partie de ce que je voulais faire en Corse. De ta vie parisienne, qu'est-ce que tu as appris et que tu gardes encore aujourd'hui? Les brunchs. Mais j'en ai pas fait beaucoup ici. Hein. Je vais reprendre d'ailleurs. Et sinon, rien d'autre? Tu vois, typiquement, il y a un superbe parc à Bastia qui n'est pas hyper exploité par les Bastiais. Et bien moi, j'y ai toujours passé beaucoup de temps parce que je retrouvais cette ambiance de parc parisien que j'ai toujours adoré par contre. T'as pas froid? Non, ça va. Oh, je vais mettre un pull. Ah, vas-y. Oui, tu me disais? Tu sais que je pars 4-5 heures en montagne tous les matins. Je savais pas. Tu savais pas? Parce que là, en ce moment, j'ai pas les enfants, sinon c'est un peu plus compliqué. Eh oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je marche, je cours. Ça dépend des endroits. Et surtout, j'aime bien aller là où il n'y a pas de sentier. Bon, des fois, c'est pas très prudent parce que je pars toute seule. Tu sais ce qu'on dit, l'expression dit qu'un Corse ne part pas, il s'absente. Mais c'est vrai. C'est pas possible de ne pas revenir. Enfin, en tout cas, moi, je l'envisage pas, ça c'est certain. C'est clair et net. Bon, moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi? Moi, je dis ciao les contraintes. Parce qu'on se contraint nous-mêmes de tout. On se les invente, les contraintes. Donc moi, je dis ciao les contraintes. Alors, c'est pas géographique ce que je dis, hein, mais c'est plutôt une philosophie de vie, c'est-à-dire que les contraintes n'existent que si on se les fixe. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation au sommet de la montagne corse. Le nouveau départ de Stéphanie a été monté et mixé par Emmanuel Charret. La direction artistique est assurée par Carole Debré. Abonnez-vous à Ciao Paris sur votre application de podcast. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. À dans 15 jours pour un nouveau départ.